Profitant d'un de nos rares jours de relâche, je retournais à Cracovie pour me plonger dans le passé, jusque dans ces aspects que j'avais fait de mon mieux pour oublier pendant tant d'années. Mon pèlerinage me conduit au théâtre des jeunes téléspectateurs, à la station de radio où j'avais été engagé par Billy Zanka, au petit appartement de la rue Komorowski où j'avais vécu depuis l'âge de 4 ans, à la maison où j'avais failli mourir sous une bombe les derniers jours de la guerre, à l'appartement des Winowski où j'avais fait l'amour pour la première fois. Chaque pavé, chaque coin de rue, chaque son, chaque vision, chaque odeur réveillait un souvenir différent. Je pris sur moi de traverser la Vistule pour aller parcourir les rues, ce qu'avait été le ghetto. À la place du poste de garde SS se dressait désormais une station-service. La place Godi, où donnait l'entrée principale, s'appelait désormais place des héros du ghetto. Je vis encore les traces des briques, là où les fenêtres de notre première maison du ghetto avaient été murées. Je crus même reconnaître le lieu exact où j'avais rampé sous les barbelés pour ma dernière sortie. Je fis aussi un voyage sentimental à Visoka. Le village était méconnaissable. Là où s'étaient dressées jadis quelques chaumières éparpillées, les antennes de télévision jaillissaient des maisons modernes à un étage et des autobus passaient en grondant sur l'asphalte. Les champs étaient hérissés de poteaux télégraphiques. Je trouvais pourtant sans difficulté la maison des Bouchala. Elle était abandonnée et en ruine. J'allais frapper à la porte de la grande ferme qui s'était construite tout à côté. Je me présentais et demandais des nouvelles de ma famille d'adoption. Le fermier et son épouse ignoraient tout, mais envoyèrent chercher des voisins qui seraient au courant. Monsieur et madame Bouchala étaient morts, et Martin aussi. Javiga était à l'asile, et Ludwig travaillait quelque part dans une mine de charbon de Silésie. J'allais regarder de plus près la chaumière. Il nous avait abrités tous les 6. Elle était si minuscule que je me demandais comment nous avions pu y tenir ensemble. L'air bourdonnait toujours d'abeilles, et il y flottait l'épaisse odeur du fumier. Quand je regagnai la ferme voisine, on me pressa de demeurer à souper, puis on m'abreuva de vodka et de questions. Est-ce qu'ils ont le rationnement aussi en France ? Voulut savoir la fermière. Mes pensées ne cessaient de retourner à la chaumière en ruine. C'était pendant que je vivais dans cette misérable cahute, horriblement solitaire, avec devant moi un avenir blafard. Oui, c'était alors que quelque chose m'avait engagé sur le chemin que prit ma vie. Quoi ? Par quoi ai-je été poussé à saisir à bras le corps, mon monde imaginaire, pour en faire un vrai ? J'ai le sentiment que mes escapades, mon déchaînement et ma force ont jailli de l'intuition émerveillée, de ce que la vie a à offrir. Mon travail, mes œuvres imaginaires ont eu pour premier mobile le désir de plaire, de distraire, de faire sauter ou de faire rire. J'aime faire l'imbécile, caracoler, cabotiner sur la scène du monde. Et à vrai dire, si ma vie était à refaire, je me consacrerais plus à la comédie et moins à la mise en scène. Il est aussi absurde de former des regrets pour le passé que des projets pour l'avenir. Mon père m'a toujours reproché mes folles dépenses, mon incapacité à mettre un peu d'ordre et d'organisation dans ma vie. Je ne regrette pas les grosses sommes que j'ai dilapidées. L'idée d'être l'homme le plus riche du cimetière me répugne. La vie et l'argent sont là pour qu'on en profite. De
Depuis la mort de Sharon pourtant, et en dépit des apparences, ma joie de vivre est restée incomplète. Dans les instants d'insupportable tragédie personnelle, il y a des gens qui cherchent et trouvent une consolation dans la religion. Dans mon cas, c'est le contraire qui s'est produit. Ce que je possédais de foi religieuse a été réduit en miettes par le meurtre de Sharon et a conforté ma foi en l'absurde. Je continue de faire les gestes d'un professionnel du spectacle. Je sais raconter encore les histoires drôles et les jouer pour obtenir le meilleur effet. Je ris encore beaucoup et j'aime la compagnie des gens qui savent rire. Mais je sais au plus profond de mon cœur que l'esprit du rire m'a quitté. Ce n'est pas seulement que le succès m'a laissé blasé, que je suis aigri par le drame et mes propres folies. J'ai l'impression de besogner sans but discernable. J'ai le sentiment d'avoir perdu le droit à l'innocence, à la pure jouissance des plaisirs de la vie. Ma naïveté puérile et ma fidélité en amitié m'ont coûté cher, particulièrement dans mes relations avec la presse. Et ma méfiance croissante est aussi destructrice. Je sais bien que je passe aux yeux de bien des gens pour une espèce de gnome méchant et débauché. Mes amis et les femmes de ma vie savent à quoi s'en tenir. Bien des femmes semblent invinciblement attirées par la mauvaise réputation et beaucoup, surtout depuis l'affaire de Los Angeles, cherchent à faire ma connaissance. Quand elles découvrent que je ne suis pas celui qu'elles espéraient, elles sont nombreuses à en être déçues. On a répandu sur mon compte tant d'inexactitudes, de malentendus et de véritables calomnies que les gens qui ne me connaissent pas se font une idée entièrement fausse de ma personnalité. La rumeur publique, désormais amplifiée par l'énorme puissance des médias, vous crée une image qui s'attache à vous à jamais. Une espèce de caricature qui passe pour la réalité. Je sais ce que je suis, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ce fut à Huizoka, tandis que je me vautrais ainsi dans le passé, que me vint pour la première fois l'idée de mettre sur le papier ce que je crois être ma vérité. Je me rendais bien compte que, quelle que soit la franchise et l'étendue de mon entreprise, il resterait toujours des gens pour préférer la caricature à la réalité. Ma foi, tant pis. Je leur aurais du moins fourni des matériaux différents. J'étais rentré à Paris et en pleine répétition pour l'Amadeus du théâtre de Marigny quand arrivèrent les nouvelles de Pologne. L'instauration de la loi martiale créa une nouvelle ligne de partage dans ma vie. Imprégné d'histoire polonaise, comme tous mes compatriotes, je n'y vis qu'un nouvel épisode de notre tragédie nationale. Mais cette fois, j'avais vécu en personne certaines des plus belles heures de solidarité. J'avais pu me rendre compte par moi-même de la force avec laquelle la liberté tressaille encore au cœur des gens de Pologne. J'avais été le témoin du courage et de l'endurance remarquable dont les Polonais ont fait preuve face à la tyrannie communiste. Ce fut une expérience qui réveilla le souvenir de ma propre jeunesse et du stalinisme que nous avions combattu par la moquerie dans ce théâtre de l'absurde qu'était la vie en Pologne. Cette histoire-là aussi méritait d'être contée. Et le moment me semblait bien choisi pour commencer. Vous devez haïr les journalistes pour vous avoir traité comme ça après l'assassinat de votre femme. Oui, à vrai dire, oui. Mais je ne parlerai pas de haine. C'est plutôt devenu de l'indifférence. Je ne les lis plus et j'essaie de les éviter. De manière générale, je méprise la presse pour son manque d'exactitude, pour les responsabilités qu'elle a, pour sa cruauté souvent délibérée. Et tout ça pour gagner de l'argent. Vous reprochez à la presse de donner une fausse image de vous. Mais vous pourriez faire en sorte qu'elle vous prenne moins pour cible. Pour cela, il faudrait que je change mon mode de vie et que je me cache. Il paraît que 6 mois après le meurtre, vous étiez dans les Alpes, où on vous a vu aux côtés de jeunes filles. Je peux comprendre que vous vous soyez perdu dans ce type de comportement. Mais était-ce bien judicieux?
Oui, je pense que ça l'était. Pourquoi pas? C'est comme ça. Et je n'ai pas changé d'avis. Les gens ont tous des façons différentes de voir la vie et les relations humaines. Vous et moi n'avons pas forcément la même vision. Les gens réagissent différemment face à un grand chagrin. Certains entrent au monastère. Et d'autres vont au bordel. Combien naïf et optimiste sonnent aujourd'hui les derniers paragraphes de mon livre. Je n'en reviens pas. Il n'y a pas que la planète qui est devenue méconnaissable depuis ce temps-là. Notre narrateur lui-même ne se ressemble plus du tout. On dirait que mon histoire a été écrite par quelqu'un d'autre, quelqu'un de surcroît que j'ai à peine connu. Je suppose que le processus naturel de renouvellement des cellules, à lui seul, fit de moi un autre homme. Que dire cependant des profonds changements intellectuels et émotionnels que j'ai traversés depuis? Un me semble particulièrement frappant. La ligne qui sépare le réel et l'imaginaire ne m'apparaît en rien aussi trouble qu'autrefois. Sans doute parce que, aujourd'hui, je préfère ma réalité. Plus que toute autre chose, ce qui a modifié ma perception du monde, ma façon de penser, de sentir et d'agir, est le fait que je ne sois plus seul. Je fais partie d'une famille. Je ne suis plus un. Je suis plusieurs. Mon livre n'était pas encore sorti des presses lorsque mon éditeur de casting, Dominique Besnéard, me présenta Emmanuel Seigné. C'était certainement le plus beau coup de casting de sa carrière. Aujourd'hui, Emmanuel et moi sommes toujours ensemble, mariés, heureux parents d'une fille et d'un garçon. Depuis la naissance de mon aîné, j'ai joyeusement changé les couches, organisé mes activités en fonction des vacances scolaires. Et, à un point qui aurait sans doute choqué pas mal de gens, partager l'existence quotidienne d'une famille normale. Existence sans aucun rapport avec la vie décrite dans ces pages, il y a 30 ans. Je retournais à plusieurs reprises au théâtre et à l'opéra. Je revêtis l'uniforme, habit et épée de l'Académie des Beaux-Arts. Bien sûr, je ne cessais pas de faire mon métier, réalisant une dizaine de films, dont 4 partagés avec Emmanuel. Mais avant tout mon film, le plus personnel, le seul où je mets en scène des choses vécues par moi-même et qui font l'objet des premiers chapitres de ses mémoires. Le pianiste, qui me vaudra une Palme d'Or à Cannes, un Oscar et une 50aine d'autres récompenses. Toutefois, rien ne saurait se mesurer à cette expérience merveilleuse entre toutes, et pourtant inconcevable pour qui ne l'a pas vécue. La présence des enfants qui soudain mettent sans dessus dessous notre existence, faisant de nous une autre personne. Tout ça pour dire que ces 30 et quelques années se déroulèrent d'une façon infiniment moins chaotique que les 50 années précédentes, presque en ligne droite. Mais pas tout à fait. Le soir du 26 septembre 2009, en vertu d'un mandat d'arrêt international issu des autorités californiennes, la police suisse vint m'arrêter à l'aéroport de Zurich, où j'avais été invité par le Zurich Film Festival, afin d'y recevoir un prix pour l'ensemble de ma carrière. J'ai passé plus de 2 mois en prison, avant d'être transféré sous caution dans ma maison de Stade avec assignation à résidence et port d'un bracelet électronique. Les contours du réel se troublèrent à nouveau. Cette fois, cependant, mon imagination n'y était pour rien. Il m'est revenu à l'esprit le mot d'un codétenu de Chino qui, cherchant sans doute à me consoler, me lança « Tu verras, les prochaines fois ce sera moins dur ». Pourtant, si le calme de la prison suisse contrastait avec le bruit et la violence de Chino, l'angoisse de l'enfermement était la même. Mon geôlier de la prison de Winterthur, Peter Zimmermann, mal à l'aise, cherchait visiblement à rendre mon séjour plutôt supportable. Il alla jusqu'à m'autoriser de terminer le montage de mon dernier film, The Ghostwriter.
selon une procédure propre à l'univers carcéral. Sur un petit ordinateur, je visionnais les DVD que me faisait parvenir Hervé Deluz, mon monteur. Je confiais ensuite mes notes à Lorenz Zerny, mon avocat suisse, qui les soumettait à la police avant de les récupérer après contrôle et de les transmettre à Hervé. C'est vers la fin de cette période seulement qu'Hervé fut autorisé à me rejoindre. Et nous avons pu travailler sur place, dans une salle où les prisonniers arrondissaient leur fin de mois en pelant des oignons. Pelure soigneusement examinée ensuite dans les poubelles par les journalistes à la recherche d'un scoop. Mais que ce soit en prison ou pendant les 7 mois passés à Stade, dans un siège médiatique grotesque, ce n'est pas le film qui me préoccupait avant tout, ni ma situation personnelle, mais l'impact terrible que tout cela devait avoir sur ma famille. Fort heureusement, je pouvais observer admiratif la force, la dignité, mais aussi l'extraordinaire habileté diplomatique avec laquelle Emmanuel gérait une situation à laquelle rien dans sa vie, ni dans son expérience personnelle, n'avait pu la préparer. En dehors du réconfort quotidien qu'elle me prodiguait, sa constance eut le don de me rassurer, pour moi-même et surtout pour nos enfants. J'ai pu quitter ma prison domestique que le 12 juillet 2010. Le lecteur pourrait s'interroger sur les raisons de ce rebondissement dramatique. Après tout, l'affaire décrite dans les chapitres 27 et 28 de ce livre remontait alors à plus de 3 décennies. Il se trouve paradoxalement qu'il avait pour origine une découverte qui, à première vue, semblait jouer en ma faveur. En 2008, cependant, dans son film documentaire Roman Polanski, Wanted and Desired, la cinéaste Marina Zenovic y avait jeté une lumière nouvelle, en dévoilant un aspect inconnu. Tout d'abord, Roger Gunson, l'ancien procureur en charge de l'affaire, aujourd'hui à la retraite, y dit, presque en guise de conclusion, « Je ne suis pas surpris étant donné les circonstances qu'il soit parti. » Mais il y avait plus important. Un autre ancien procureur du bureau du district attorney de Californie, David Wells, admit notamment devant la caméra de Zenovic qu'à l'époque, il avait communiqué ex parte avec le juge Lawrence Rittenban. C'est lui qui aurait suggéré au juge de m'envoyer à la prison de Chino pour une évaluation, qui, faut-il le rappeler, devait constituer la totalité de ma peine, disposition prévue par le Code de Californie contre laquelle je ne pouvais pas faire appel. C'est lui également qui aurait glissé au juge la photo de l'Oktoberfest de Munich, l'incitant à violer sa parole. Précisons qu'à l'époque des faits, nous ignorions jusqu'à l'existence de David Wells, dont le nom n'apparaît nulle part dans les pages qui précèdent. Or, leurs entretiens secrets constituaient non seulement une violation de la procédure judiciaire américaine, mais un délit, conspiration et obstruction à la justice. Scandalisé par ces révélations, Doug Dalton, également à la retraite, suggéra que je confie l'affaire à un nouvel avocat. Ce fut Chad Hummel, qui déposa aussitôt devant les cours californiennes une motion réclamant une enquête interne. Et si les faits étaient avérés, le classement définitif de toute l'affaire. En dépit de ces éléments nouveaux, la chambre 100 du tribunal du comté de Los Angeles, celle-là même où avait siégé Rittenban, rejeta la motion. Le juge Peter Espinoza, tout en admettant la faute de son prédécesseur, refusa de statuer sur le fond, tant que je ne me serais pas présenté aux délibérations. Il se trouve cependant qu'à l'époque de ces faits, Steve Cooley, le district attorney de Los Angeles, était en pleine campagne électorale pour le poste de procureur général de l'État de Californie. Craignant sans doute les conséquences d'une enquête visant ses services, voyant en outre dans cette affaire un cheval de bataille électorale, il organisa une campagne de haine à mon égard, une véritable chasse à l'homme utilisant tous les ressorts des médias qui se jetèrent avec gourmandise sur une affaire aussi alléchante. Madame Cookie Roberts, célèbre commentatrice de la National Public Radio, n'hésita pas à proposer qu'on me tire purement et simplement une balle dans la tête. Quant à ceux qui s'étonnaient du retour inattendu de l'affaire, Cooley leur rétorqua que son bureau n'avait jamais cessé de me poursuivre, mais que je parvenais toujours à lui échapper. Or, depuis le jour où je quittais les États-Unis jusqu'au jour de mon arrestation, je voyageais sans contrainte à travers le monde, de l'Amérique du Sud à l'Asie. Je présidais des jurys lors de festivals, je tournais des films en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, au Danemark.
La plupart de ces voyages étaient rapportés par les médias et parfois annoncés à l'avance. Je fis construire une maison à Ibiza, où je séjournai des années durant. Et j'ai toujours le chalet à Stade. Et le district attorney de Los Angeles de prétendre qu'en 31 ans, ses services ne parvinrent pas à me mettre la main dessus. Trouvant inacceptable la décision du juge Espinoza, Chad Hummel s'adressa à la cour d'appel du second district de Californie. Celle-ci publia son opinion le 21 décembre 2009, en y déclarant, entre autres, que les preuves présentées rendaient hautement probable une violation du droit et de l'éthique de la part du bureau du district attorney et du tribunal du comté de Los Angeles dans le traitement d'une des plus longues sagas dans l'histoire de la justice pénale californienne. Par ailleurs, elle se dit incapable de comprendre pourquoi l'enquête concernant une conduite abusive des autorités judiciaires exigeait la présence du prévenu, victime de ces abus, et recommanda un jugement in absentia. Chad ne tarda pas à la requérir, requête aussitôt rejetée par le juge Espinoza. C'est alors que le 26 février 2010, sollicité par Chad, Roger Gunson fit une importante déposition en présence d'un juge et du substitut du procureur. Il y confirma un point essentiel. En 1978, j'avais pleinement exécuté la peine ordonnée par le juge, à savoir le séjour à la prison de Chino. En conséquence, la demande d'extradition était fondée sur de fausses bases. Dès mon arrestation, les autorités judiciaires suisses avaient réclamé aux Américains le dossier de l'affaire et tout particulièrement le témoignage de Gunson. Le bureau du DA de Los Angeles ayant refusé d'obtempérer, les autorités suisses refusèrent l'extradition et me rendirent ma liberté. Je croyais retrouver mon droit chemin, pourtant un autre détour m'attendait, au goût de déjà-vu. Fin octobre 2014, invité par les autorités polonaises à l'inauguration solennelle du musée de l'histoire des Juifs polonais, je me rendis à Varsovie. Le bureau du district attorney de Los Angeles, averti de ce voyage, très médiatisé, adressa aussitôt aux Polonais une nouvelle demande d'extradition. Laissé cette fois libre de mes mouvements, je suivis les 12 mois de procédure pendant lesquels mes avocats remirent au tribunal de district de Cracovie, en charge de l'affaire, de nouveaux documents propres à disqualifier la demande californienne. Parmi eux, une vraie bombe, le témoignage récent d'Alan Paraccini, ancien porte-parole du tribunal du comté de Los Angeles. On y apprend, entre autres, qu'en rejetant la demande de jugement in absentia, le juge Espinoza obéissait en fait à un ordre de marche de ses supérieurs, émis en toute illégalité, et qui refusait par avance tout règlement de cette nature, que les magistrats californiens se moquaient ouvertement de la juge qui présidait aux délibérations de la cour d'appel, et qu'enfin, au cas où je revenais, Espinoza entendait retarder son jugement définitif pour me faire poireauter en prison aussi longtemps que possible. Paraccini ajouta à sa déclaration des emails originaux des juges confirmant ses dires. Inutile de préciser que la partie américaine refusa une fois de plus de divulguer le témoignage de Roger Gunson. Ce nouveau chapitre s'acheva cet automne lorsque le juge Darius Mazur du tribunal de district de Cracovie rejeta la demande dans un exposé des motifs de 2 heures. Récité de mémoire et retransmis en direct par la télévision nationale. Une citation en résume la teneur. Que recherchent les Américains? Le tribunal ne trouve aucune réponse logique à cette question. Et c'est ainsi qu'au moment où la réalité semblait enfin avoir pris en main mon existence, la fiction y fit un retour soudain. Elle s'y est faufilée en catimini sous sa forme la plus insidieuse et la plus infâme, celle du mensonge. On pouvait espérer en effet que le temps finirait par atténuer quelque peu les séquelles de cette affaire, non pas l'effacer évidemment, mais rendre plus supportable sa présence dans notre esprit. Hélas, c'est le contraire qui se produisit. Ayant troublé le contour des faits, le passage des années leur substitua, couche après couche, une légende noire. Personne ou presque n'interroge plus la réalité, si éloignée et complexe. On lui préfère la fiction romanesque, ivre de mots qui frappent et de couleurs crues. Vrai ou pas vrai, on s'en fiche pourvu que ce soit plus bref et plus sexy que les faits. Je suis content d'avoir écrit ce livre à chaud, à l'époque où mes souvenirs étaient encore frais et précis. J'ai passé une grande partie de ma vie sur des montagnes russes, à négocier d'impossibles virages, à escalader les hauteurs,
triomphe immense, joie et plaisir, avant de plonger éperdument vers des abîmes de tragédie et de douleur. Et c'est bien ce périple insensé qui m'a conduit vers cet endroit inattendu, un présent de bien-être et, oserais-je le dire, de bonheur. Voilà pourquoi je ne regrette rien du chemin que j'ai parcouru. Car si tous les événements de ma vie ne s'étaient pas déployés exactement comme ils l'ont fait, je n'aurais pas aujourd'hui ma famille et la vie que nous menons ensemble. J'aurais autre chose. Et je ne veux pas autre chose. Je n'y renoncerai pas pour changer mon passé. Il est assez facile, c'est peut-être même un cliché, de relier votre œuvre à votre vie privée. Prenons Chinatown. Ce film montre que la justice n'est jamais gagnante. C'est vraiment ce que vous pensez? Non, mais si vous voulez que votre film ait un message, si vous voulez montrer l'injustice et la corruption qui règnent à Los Angeles, il faut que dans ce film, l'injustice triomphe et vous laisse avec un sentiment de frustration.